Comme sujet correspondant international, je vais vous parler d'un sujet qui est très important, qui concerne tous les peuples du monde et les Africains comme les autres, c'est le retour de la guerre froide, ou plutôt le fait que le monde reste fixé et n'est jamais sorti de celle-ci. Vous savez qu'on a beaucoup parlé, en particulier dans les médias occidentaux et dans les médias russes, d'une soi-disant amitié entre Donald Trump et Vladimir Poutine, qui n'avait aucune existence concrète, la Russie fort habilement ayant simplement joué sur la candidature de Donald Trump pour déstabiliser la politique américaine. Elle fait exactement la même chose dans d'autres pays en Europe, en particulier en France, avec les candidatures de Fillon et de Le Pen pour déstabiliser la politique française. C'est précisément dans le cadre de la guerre médiatique liée à cette guerre froide. On a vu malheureusement une série d'analyses dont certains voudraient qu'elles soient géopolitiques, annoncer des tournants géopolitiques, annoncer qu'on entrait dans une nouvelle ère géopolitique et des choses pareilles. J'ai appelé ça, moi, la géopolitique de l'émotion. Ce sont des gens qui, sur un discours électoral, sur un article télécommandé dans un journal du système, prétendent tirer des enseignements géopolitiques. J'ai appelé ça la géopolitique de l'émotion. J'ai ajouté qu'elle était tout sauf de la géopolitique. La géopolitique, c'est raisonner sur des cycles historiques et géopolitiques précisément, c'est raisonner sur le long terme, c'est connaître l'histoire sur le très long terme pour comprendre le présent et pour pronostiquer l'avenir. Fort de ça, sachant ce qu'étaient les fondamentaux de la géopolitique américaine et en particulier ce conflit fondamental qui est celui au cours de l'histoire de toutes les grandes puissances maritimes qu'on appelle des thalassocraties, contre toutes les grandes puissances continentales. C'était déjà le conflit géopolitique de Rome contre Carthage il y a 2400 ans. Ça a été celui de toute l'histoire européenne et méditerranéenne à l'ère moderne, et ça a été le conflit qui a opposé, bien entendu, les États-Unis à l'Union soviétique, puis à la Russie. Il faut relire ce livre fondamental qu'est Le Grand Échiquier de Brzezinski. Il explique bien comment la domination mondiale américaine vise précisément, pour qu'elle soit maintenue, à la fragmentation, au containment et à la destruction de la puissance continentale russe. J'ai vu, malheureusement, mes analyses bien isolées, je les ai faites dès l'élection de Donald Trump au mois de novembre, simplement en étudiant quels étaient les réseaux qu'il avait portés au pouvoir. J'ai vu qu'il avait derrière lui un noyau dur de 120 généraux et amiraux, et tous des faucons. J'ai vu qu'il avait derrière lui le lobby sioniste, le lobby militaro-industriel, et que dans son programme on trouvait par exemple l'augmentation de 25% de la flotte lourde de haute mer des États-Unis. À partir de ce moment-là, il n'y avait pas toutes les billevesées qu'on a racontées sur un Donald Trump isolationniste et autres stupidités. Vous n'augmentez pas la flotte américaine de haute mer de 25% si ce n'est pas pour dominer précisément les mers de la planète. Le grand think tank Stratford c'est le think tank précisément des milieux militaro-industriels américains du Pentagone, a fait il y a quelques semaines la même analyse en disant que Trump s'alignerait suivant les fondamentaux. Ça a été très vite. Il y a eu, vous savez, des rumeurs de putsch. On a dit que Donald Trump allait être renversé, qu'il allait finir comme Kennedy, etc. Ça a été plus simple. Un coup d'État, il y a des coups d'État internes, ce qu'on appelle des coups d'État de palais, des révolutions de palais. Ça ne veut pas dire qu'on tue le roi ou le président, ça veut dire simplement qu'on le met au pas et que ceux réellement qui incarnent le pouvoir l'exercent dans la coulisse. Il y a eu
à une révolution de palais, à un putsch, appelez-le comme vous voulez aux États-Unis, au même moment, à la fois à l'intérieur du Parti républicain, où les milieux russophones, emmenés par le puissant sénateur républicain John McCain. John McCain, c'est le vrai patron des révolutions de couleur, c'est aussi le président de la toute-puissante commission des affaires militaires du Sénat, c'est un des patrons aussi des fameuses vitrines légales de la CIA, c'est un russophobe acharné, avec ses amis, il a conduit à un coup de force à l'intérieur du Parti républicain, il a conduit à un coup de force au Congrès, donc Sénat et Chambre réunis, et il a conduit à un coup de force avec une partie de l'entourage de Trump au sein de la présidence. Ça a conduit au départ d'un des hommes forts de la présidence qui n'a exercé ses fonctions de président du Conseil national de sécurité que 4 jours. C'est un autre des généraux, le général Flynn. Lui était réellement pro-russe. Il a été chassé, ses adjoints ont été éliminés dans l'administration et on a rappelé à Trump, c'est ça l'affaire des contacts de son entourage, soi-disant, avec l'espionnage russe, on lui a rappelé que la russophobie, que la lutte contre la Russie, c'était un des fondements du régime. Les deux hommes forts aujourd'hui, c'est le général Mad Dog Chien-Fou Mattis, qui dirige le Pentagone, c'est Pompeo qui dirige la CIA, ce sont deux russophobes acharnés. On a vu tout de suite le résultat, c'était la conférence internationale sur la sécurité de Munich qui a lieu chaque année. Elle est traditionnellement une arène entre la Russie, les Américains et l'OTAN. On a vu en 2007 Poutine y tenir son grand discours où il a annoncé qu'il contestait l'ordre mondial. Cette année-ci, ça a été la même chose. Il y a eu des passes d'armes sans fin. McCain y est allé prendre la parole. On a vu le ministre Lavrov tenir un discours de politique étrangère où il a dit que le monde devait entrer avec la Russie, avec la Chine, avec les États qui ne veulent plus d'un monde unipolaire, made in USA, devait rentrer, je le cite, dans un nouvel ordre mondial post-occidental. Retenez cette phrase africaine, c'est la chance historique pour le continent africain, c'est aussi la chance historique pour que les peuples européens se libèrent de la domination des USA et de l'Alliance Atlantique. Ça ne s'est pas arrêté là, il y a eu une autre passe d'armes. Elle a eu lieu entre le ministre de la Défense russe Shoigu et son équivalent britannique. L'équivalent, le ministre de la Défense britannique a dit qu'il fallait calmer l'ours soviétique, lui rogner les ongles. Shoigu a répondu sur un ton ironique mais glaçant. Il a dit qu'il y avait beaucoup de sortes d'animaux dans le zoo des Américains et de l'OTAN, mais que si, je le cite, il y avait tous les lions étaient des gros chats, peu de chats étaient des lions, et il a posé la question, il a dit, est-ce qu'il y a dans le zoo de l'OTAN quelqu'un qui est capable de mettre à l'ordre un ours? C'est la réalité, la guerre froide, elle est repartie de plus belle, la course aux armements aussi, parce que précisément le lobby militaro-industriel américain, les grandes firmes qui font les navires de guerre, les grandes firmes qui produisent les bombardiers comme Lockheed, ce sont ces milieux qui ont amené Donald Trump au pouvoir. Dernier, deux éléments encore qui confirment le retour à la guerre froide pour ceux qui auraient des doutes. La Russie a annoncé il y a 48 heures, à la fois par le ministre de la Défense, mais Poutine l'avait laissé entendre quelques jours auparavant, les Russes ont créé une cyberarmée pour mener la guerre cybernétique dans un centre qui ressemble à un décor de science-fiction de James Bond près de Moscou, résistant aux attaques nucléaires. Les Russes disent que la bataille cybernétique, la bataille pour le contrôle d'Internet, la bataille, la guerre de l'information, cette guerre de l'information dont je n'arrête pas de dire depuis plus de 10 ans qu'elle est aujourd'hui aussi fondamentale que la guerre classique, à force de dire que la Russie intervenait dans les élections américaines, qu'elle intervenait dans les élections françaises, qu'elle était derrière Assange chez Wikileaks, etc.
On a énervé l'ours russe. Je vais rester dans la comparaison du ministre Shoigu. On dit qu'il ne faut pas réveiller un chat qui dort. Il faut surtout pas aller exciter un ours paisible. La cyberarmée russe, c'est la réponse d'un ours en colère. Dernière chose pour terminer, c'est ce point de confrontation où la confrontation entre le bloc américano-occidental, ses alliés des monarchies du Golfe et la Turquie, et la Russie, l'Iran et la Syrie se sont affrontés. C'est ce point de guerre chaude au sein de la nouvelle guerre froide. Certains ont annoncé un rapprochement entre la Russie et la Turquie. Ils se sont là aussi basés sur la géopolitique de l'émotion. J'en ai longuement parlé précisément lors d'un dimanche au mois de novembre sur le débat panafricain. Erdogan mène actuellement une politique opportuniste de chantage. Son but, ce n'est pas de quitter l'OTAN, de ne plus être allié des États-Unis, c'est de faire accepter le tournant autoritaire dictatorial de son régime par les soi-disant démocraties de l'OTAN. Son but, c'est toujours ce monde néo-ottoman qui suppose notamment l'éclatement de la Syrie. Il y a eu, il y a 48 heures, en marge des négociations d'Astana et puis de celles de Genève, où les Russes et les Turcs et les Syriens ont précisément essayé de discuter de la paix en Syrie. Ça s'est mal passé. Astana n'a rien donné. Genève ne donne rien. On voit les groupes rebelles qu'on essaye d'amener à la table des négociations sur le terrain même s'opposer à d'autres groupes rebelles. Il y a eu aujourd'hui un terrible attentat qui a tué 40 personnes et un des chefs des services de sécurité syriens, du gouvernement syrien, à Homs, qui est un attentat mené par ce qu'est aujourd'hui l'ancien Jabhat el-Nosra Al-Qaïda en Syrie. On a vu, donc, il y a 48 heures, le ministre syrien des Affaires étrangères dire qu'il n'était pas d'accord avec la politique turque, que la Turquie n'était pas la bienvenue militairement en Syrie, qu'elle devait quitter la Syrie, que ce n'était pas aux Turcs de discuter du sort des Kurdes du Kurdistan non syrien, que les Kurdes étaient des citoyens syriens, que c'était entre Syriens qu'il fallait en discuter. Cette sortie extrêmement violente qui a aussi glacé Moscou, elle a été soutenue par toute la presse d'État, notamment la télévision d'État francophone et anglophone Presse TV. Les Iraniens n'aiment pas la Turquie et les Syriens ont fait clairement comprendre qu'il n'y aurait pas d'accord avec Ankara. Il a dit que si les Turcs ne comprenaient pas, l'armée syrienne les ferait dégager du territoire. C'est précisément cette confrontation entre Damas et Ankara qui empêchera aussi un rapprochement entre la Turquie et la Russie. La guerre froide, elle va continuer partout dans le monde. Elle est déjà en route en Syrie. Il faut le constater. Il faut, je l'ai toujours dit, choisir son camp. Mon camp, il est simple. C'est celui des peuples libres qui veulent un monde multipolaire. Derrière Moscou, derrière Pékin, derrière Téhéran.